Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvézier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Les gens attendent de vous que vous soyez proche d'eux. Proche d'eux, pour moi, ça veut dire disponible et à l'écoute. C'est que quand ils vous contactent, vous soyez, oui, à l'écoute. Voilà. Et ils attendent que vous compreniez les différents enjeux qui touchent votre circonscription. Laure de la Raudière est députée d'Eure-et-Loir. C'est par un glacial matin d'automne qu'elle nous a reçus dans sa permanence de Nogent-le-Rotrou et qu'elle a accueilli nos questions. Durant cet épisode, vous n'entendrez parler que d'action, celle qui a mené Laure à répondre à l'appel d'élus locaux et à se présenter comme députée il y a plus de 10 ans, celle qui l'anime dans ce quotidien d'élu qu'elle nous raconte en détail, celle qui a donné son nom au nouveau parti politique qu'elle a co-créé récemment. Laure nous parle des compétences qu'elle a mises à l'épreuve ou observées durant son brillant parcours professionnel d'avant la vie politique et depuis qu'elle est députée. L'organisation, l'audace, l'écoute, la bienveillance, la compréhension des enjeux de sa circonscription, la capacité à aller chercher une légitimité ou à demander conseil. Si, comme beaucoup d'entre nous, vous avez des a priori sur les femmes et les hommes politiques, sur ce qui les anime ou sur la sincérité de leur engagement, cet épisode est particulièrement fait pour vos oreilles. Un grand merci à Laure de la Raudière pour son temps, pour son accueil et pour son ouverture. Bonne écoute. Laure de la Raudière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la 3e circonscription d'Eure-et-Loir depuis une dizaine d'années, 11 ans je crois. Exactement, depuis 2007. Donc vous êtes ma députée, merci de me représenter à l'Assemblée nationale. Avant de devenir députée, vous avez mené une carrière professionnelle très riche, très variée. Est-ce que vous pourriez nous la décrire en quelques mots ? J'ai passé ma carrière dans le secteur des télécoms et du numérique alors j'ai passé 12 ans à France Télécom et mon dernier poste à France Télécom, c'était d'être directeur de France Télécom en Eure-et-Loir. Donc j'avais poste de management terrain, 260 personnes à manager et puis une entité, enfin une business unit, comme on dirait aujourd'hui. C'était lié au choix de vie qu'on a fait avec mon mari de s'installer à la campagne pour élever nos enfants. On avait commencé tous les deux notre carrière à Paris, donc voilà, j'arrive à peu près à 32 ans ici avec 2 petits-enfants en Eure-et-Loir. Je suis originaire aussi d'Eure-et-Loir. Okay. Et puis en 2001, je décide de quitter France Télécom pour être associée dans une start-up. Nous éditions un logiciel d'analyse de données à base d'algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on était un peu en phase par rapport au marché. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait eu un très beau développement de notre entreprise avec beaucoup de facilité de financement. Mais ça a été une très riche expérience parce qu'on a quand même levé 5 millions d'euros auprès de Capital Venture et puis c'était le sujet de l'innovation, les modèles économiques où on était obligé d'investir très massivement sur la recherche et développement avant d'être capable de fournir un produit. Notre service, il marchait bien. Mais malheureusement, le marché était pas mûr. Donc, les gens pensaient que c'était juste de la magie, ce qu'on faisait. Voilà. Puis, il y avait peut-être pas toutes les données collectées comme aujourd'hui, ni les capacités de processing, en fait, qui existent aussi aujourd'hui avec le big data. Ouais. Et donc, en 2003, j'ai décidé de créer mon entreprise de conseil en réseau et télécommunications auprès des grands groupes. Je me suis associée après avec une femme qui faisait la même chose que moi et malgré ce parcours 100% professionnel, la vie politique n'existait pas. Des élus locaux sont venus me voir en 2006, mi-2006, pour me dire ça vous dirait d'être député.
Et je me suis engagée. Oui, je me suis engagée. J'ai pas dit oui tout de suite parce que ça me paraissait très bizarre. La politique, c'était pas fait pour moi. D'abord, j'avais pas une bonne image des politiques. Et en même temps, je me dis, ben, on vient te chercher et tu t'engages pas, mais enfin, faut s'engager dans la vie. Voilà. Et j'ai relevé ce challenge. J'ai fait campagne comme un projet d'entreprise en fait, avec un objectif, c'était de gagner. Et j'ai décliné ça de façon sans doute assez professionnelle, ce qui fait que même si j'étais pas du tout connue, que la circonscription était à gauche et que je portais mon étiquette, mes idées politiques de droite, et ben j'ai été élue en 2007. Et réélu depuis. Et réélu en 2012, dans un contexte plus difficile, de gauche, et réélu en 2017 aussi. Vous êtes également cofondatrice d'un parti politique qui est tout neuf, qui s'appelle Agir, la droite constructive. Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir à travers ce parti ? Je ne sais pas si je cherche à accomplir quoi que ce soit, mais en revanche, mon parti politique, les Républicains, n'était plus le parti de rassemblement qu'il était au départ. Il ne représentait plus, au moins dans son expression politique nationale, l'ensemble des idées politiques de la droite. Et moi, mes idées, et j'ai eu une fracture dès l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en 2017, quand le bureau politique auquel j'appartenais, des Républicains, à 70%, n'a pas été capable de dire que Macron, c'était quand même mieux que Marine Le Pen. Et ça m'a profondément choquée, parce que un parti politique est fait pour être clair dans ses idées. Il peut pas être flou comme les Républicains l'ont été à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé finalement de m'éloigner d'abord au sein du groupe parlementaire Les Républicains. Donc, on a créé un groupe parlementaire avec les UDI. Et après, on s'est dit, mais il y a plein de gens qui pensent comme nous, qui sont de droite, qui ont des valeurs à défendre de droite, mais qui veulent le faire de façon constructive par rapport au gouvernement Macron, et certainement pas avec un langage qui se rapproche du langage de l'extrême droite. Donc c'est pour ça qu'on a créé Agir, parce qu'il existe un espace politique à droite de réflexion et pour porter des valeurs qui sont des valeurs de droite, mais qui ne soient pas des valeurs de droite avec un langage d'extrême droite. On est très curieuse avec Perrine de connaître votre quotidien de députée. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être une semaine type, si ça existe ? Alors, une semaine type, oui, ça existe. Une semaine type, le lundi, je suis en circonscription. Et donc, je suis très généralement par une réunion de vice-président de la communauté de communes auquel je suis associée. J'ai plus le droit d'être vice-président, j'ai plus le droit d'être maire du fait du non-cumul des mandats. Mais je suis toujours conseillère municipale de mon village de 148 habitants. Et les élus de la Comcom souhaitent m'associer à leurs réunions de discussion de politique sur le territoire. Alors, parce qu'ils ont souvent des sujets à me faire remonter. Et moi, ça me permet d'être vraiment connectée au terrain par rapport aux collectivités locales. Donc ça, c'est la première réunion de la matinée le lundi. Et ensuite, je viens à Nogent-le-Rotrou, où j'ai des rendez-vous, comme aujourd'hui, avec des gens qui souhaitent me rencontrer, soit pour des sujets locaux, soit pour présenter des projets, soit aussi pour me faire part de leurs soucis à titre individuel. Ce matin, j'ai vu une personne qui avait des problèmes de revenus. En fait, elle n'était pas encore à la retraite, elle avait du mal à trouver de job, et sa femme avait une retraite un petit peu juste au-dessus de la limite, qui fait qu'elle pouvait pas bénéficier du RSA, et donc ils étaient dans une situation financière compliquée. Ça, c'est aussi mon quotidien de les écouter. Et puis je rencontre aussi des gens qui ont des projets sur le territoire. Voilà, ça c'est le lundi. En général, je repars assez souvent maintenant le lundi soir à Paris. Ce soir, j'ai une intervention dans un colloque, une conférence organisée par des femmes du numérique sur la technologie blockchain. Et puis demain, donc très classiquement, mardi, mercredi, jeudi, je suis à l'Assemblée nationale,
diverses réunions, que ça soit des discussions de projets de loi en commission ou en séance. Là, cette semaine, on examine le projet de réforme de la justice. Donc, il est possible, d'ailleurs, ce soir, que je sois dans l'hémicycle après mon intervention, entre 21h30 et 1h du matin. Et je reviens le jeudi, dans la journée ou alors après la séance de nuit, pour passer la journée de vendredi, en fait, en circonscription aussi. Et le week-end, il y a le terrain aussi. Il y a des assemblées générales d'associations, il y a des inaugurations, il y a des rencontres avec les citoyens. Mais j'arrive quand même à me prendre, je dirais, 2 demi-journées de week-end pour moi. Je dis pas pour ne rien faire, parce que souvent quand même je travaille aussi à la maison, mais je suis chez moi, donc ça me permet de voir mon mari, un peu mes enfants quand ils viennent, mais ils sont grands maintenant. Et ça me permet aussi de faire les choses qu'on a à faire dans une vie normale. On a lu beaucoup de choses sur le rythme à l'Assemblée qui était assez soutenu depuis l'élection d'Emmanuel Macron en particulier. Comment on fait pour garder le souffle, le rythme avec une semaine qui m'a bien chargée? On peut pas être sur tous les axes de loi, on peut pas être non-stop à se coucher à 1h ou 2h du matin, quelquefois à 3 ou 4h, c'est pas possible. Donc en fait, moi, j'ai quelques combats politiques qui sont les sujets sur lesquels je me suis investie déjà depuis 11 ans. Bien évidemment, le numérique, ça, les gens m'ont identifié sur ces enjeux, et c'est important qu'il y ait des députés compétents sur cette transformation de la société qu'offre le numérique. Mais c'est aussi tous les sujets d'économie, les sujets d'agriculture, et puis ponctuellement, j'interviens sur tel ou tel autre texte de loi, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Ce rythme-là permet finalement de faire des séances dans l'hémicycle tard le soir ou en commission. En moyenne, je dirais 1 semaine sur 2. Alors, ça se passe pas comme ça, parce que quelquefois, on a, comme ça a été le cas avant l'été, ou plus récemment, en reprenant, on a quelquefois 2 mois d'affilée où on a un rythme d'enfer. Oui. Mais après, vous pouvez avoir 2 mois d'affilée où vous avez non pas un rythme cool, parce que c'est jamais cool. Oui, j'imagine. Mais vous n'êtes pas obligé d'être la nuit dans l'hémicycle, parce que ou en commission. C'est ça qui est le plus fatigant finalement, c'est de se coucher finir à 1h du matin, donc commencer à dormir pas avant 2h15 et avoir son premier rendez-vous de la matinée qui est à 8h du matin. C'est ça qui est fatigant. Bien sûr. Ouais. Dans le passé, vous avez dirigé des équipes, vous avez eu des collaborateurs, et aujourd'hui aussi vous êtes amené à collaborer, on imagine, avec des gens très très différents. D'une manière très générale, quelles sont les compétences que vous recherchez chez les gens avec lesquels vous travaillez ? C'est compliqué comme question. Alors moi, c'est toujours par rapport à soi. Ouais. J'ai besoin et c'est compliqué comme compétence pour les gens, que les gens sont suffisamment en symbiose avec moi dans une petite équipe, comme une équipe de députés, pour qu'ils comprennent ce que j'attends d'eux, en fait. J'ai pas envie de faire du micromanagement d'une équipe de collaborateurs. Il faut que ça marche en symbiose. Donc quelquefois c'est très compliqué, surtout pour quelqu'un qui arrive dans une équipe, pour comprendre en fait ce fonctionnement-là. C'était beaucoup moins vrai quand j'étais directeur de France Télécom en Eure-et-Loire, où là je cherchais en fait de la rigueur et de l'exécution chez les gens qui dépendaient de moi. Donc on se voyait toutes les semaines, il y avait un plan de travail pour la semaine, et il fallait qu'il soit fait à la fin de la semaine de façon rigoureuse. Donc ça c'est simplement, pour moi, j'appelle ça le professionnalisme, d'être simplement capable de prendre une série de tâches et de les exécuter de façon professionnelle sur une période, alors que ça soit 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. J'attends aussi de la bonne foi de mes collaborateurs. On passe un deal, on a un accord, il faut que cet accord se déroule comme ce qu'on s'est dit, de part et d'autre, C'est-à-dire que moi, j'essaie de mettre de bonne foi, toujours de bonne foi. J'attends aussi de mes collaborateurs qui contribuent à des idées permettant de progresser. Donc, qu'ils aient une réflexion par rapport à leur travail, par rapport à leur positionnement, par rapport au fonctionnement de l'équipe, par rapport à mon agenda. Il y a quelque chose
Moi, j'ai une angoisse de mon agenda. Je ne veux pas me faire bouffer par mon agenda. Je veux piloter, en fait. Et ça, c'est très difficile quand on est député. Et une des choses que je demande aussi à mes assistants, c'est de comprendre ce qui a de la valeur pour moi, non pas, surtout pas d'un point de vue politique, politicienne, mais là où je peux vraiment apporter une valeur ajoutée en tant que député. Que tout ce qu'ils peuvent faire de façon autonome, directe, presque sans parler, je dirais ça, en me faisant un compte rendu, parce que non pas de leur action, mais de ce qu'ils ont eu comme relation avec les citoyens. J'ai besoin d'être au courant parce que j'ai besoin de savoir ce que pensent les citoyens. Mais tout ce qu'ils peuvent gérer de façon directe, j'ai envie qu'ils sachent directement distinguer ça et le mettre en œuvre. Et quand vous recrutez ou sélectionnez un candidat, un nouveau membre de votre équipe, comment vous arrivez à déceler en amont ces compétences? Vous avez parlé de bonne foi, vous avez parlé de rigueur, d'autonomie. Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à déceler en amont? Sur mon équipe de députés, j'ai pu recruter quelqu'un que je ne connaissais pas depuis 10 ans. C'est assez. Et la première personne que j'ai recrutée, Virginie, elle est toujours avec moi depuis 11 ans. Qu'est-ce que j'ai senti chez elle? Certainement une grande bienveillance quand je l'ai recrutée. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un avec lequel j'allais m'entendre. Dans une équipe de collaborateurs de députés, il faut vraiment s'entendre avec les gens. C'est pas tout à fait pareil quand j'étais directeur de France Télécom en Eure-et-Loire. Mais là, c'est dur la vie politique. Les gens le savent. Et donc, l'équipe participe. L'équipe a des hauts et des bas, alors à titre individuel quelquefois mes collaborateurs, mais moi aussi. Et donc j'ai besoin de pouvoir, auprès de cette équipe, exprimer de temps en temps quelques états d'âme, parce que c'est vraiment dur et qu'on a besoin de le partager. Parce qu'on peut pas du tout le partager à l'extérieur et que ça serait indécent de le partager à l'extérieur. Et donc voilà, il faut de la bonne foi, de la bienveillance. Et les derniers collaborateurs que j'ai recrutés, je les connaissais vraiment avant. D'accord. Et je leur ai proposé de rejoindre l'équipe parce que ça me faisait plaisir de travailler avec eux. Et ça, j'ai eu cette chance-là, je dirais, d'avoir cette possibilité-là parce que, encore une fois, c'est pas une équipe classique. D'accord. Vraiment pas. C'est une équipe de combien de personnes? On est 1, 2, 3 aujourd'hui. On était 4 parce que j'embauchais mon mari avant. Et quand je vous ai dit c'est une équipe un peu particulière, mon mari travaillait, c'était pas les emplois fictifs dont elle a parlé. Il s'occupait de mon site internet, il s'occupait de toute la communication sur le terrain, il était là à me suivre dans les inaugurations, ce qui était aussi une façon pour nous d'être de prolonger un petit peu ensemble certaines discussions au-delà du peu de temps que je passe à la maison, bien évidemment, mais c'était aussi quelqu'un qui m'aidait énormément sur les enjeux du numérique et qui m'a aidé en fait à construire ma légitimité sur ces enjeux-là à l'Assemblée nationale. Et les gens la loi est ce qu'elle est, et en plus je l'ai votée parce que je pense qu'il y avait une attente des Français à ce que ça ne soit plus possible dans une équipe de députés d'embaucher son conjoint. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure décision quand j'entends mes collègues La République En Marche qui ont porté ce texte avec enthousiasme. Aujourd'hui, certains d'entre eux se disent qu'ils comprennent mieux pourquoi certains députés avaient travaillé avec leur conjoint. Il faut dire aussi que je travaillais depuis 2002 avec mon conjoint. Donc quand j'ai été élu en 2007 et qui travaillait en fait après pour moi dans l'entreprise que j'avais créée. Oui. Donc comme j'ai arrêté de travailler dans mon entreprise, voilà, il s'est retrouvé aussi au chômage de ce fait-là. Il avait toutes les compétences pour travailler dans l'équipe. Donc on est 3 en fait aujourd'hui pour répondre vraiment à votre question en ayant fait cette diverse discrétion. Non mais c'est important effectivement. Une chose est-ce que votre équipe connaît le terrain, connaît votre région, connaît vos citoyens locaux, ou est-ce que votre équipe est parisienne?
Alors, j'ai une personne qui est à Paris et qui connaît pas très bien le terrain. Enfin, maintenant, ça fait 11 ans qu'elle travaille avec moi, donc elle connaît le nom des maires parce que je lui en parle, elle connaît le nom des communes, elle est quand même venue 3-4 fois en circonscription, elle connaît le climat politique, tout ça, elle connaît bien, mais à distance. Il y en a une autre qui est principalement ici à Nogent-le-Rotrou, qui est originaire de Courville-sur-Eure et qui connaît très bien le terrain. Elle est aussi secrétaire de mairie de mon petit village. Et en fait, elle était secrétaire de mairie de mon petit village, 13 heures par semaine, quand j'ai décidé de l'embaucher. Donc, elle travaille 26 heures pour moi. Quand j'étais maire, il y avait une certaine fluidité à cette organisation. Et voilà. Et puis, j'ai embauché il n'y a pas très longtemps un garçon qui travaille à mi-temps à Nogent, pas à mi-temps, un peu plus à Paris et ici à Nogent-le-Rotrou, qui est originaire de Nogent-le-Rotrou. Donc, il connaît le terrain, mais il travaille à Paris. Et ça, c'est un très bon équilibre. D'une manière très générale, vous qui fréquentez les députés depuis plus de 10 ans, quelles sont les compétences qui font un bon député? Je suis pas sûre qu'il y ait un profil type du bon député. Les gens attendent de vous que vous soyez proche d'eux. Proche d'eux, pour moi, ça veut dire disponible et à l'écoute. C'est que quand ils vous contactent, vous soyez, oui, à l'écoute. Voilà. Et ils attendent que vous compreniez les différents enjeux qui touchent votre circonscription. Donc, qu'il y ait une capacité, en fait, de travail et de compréhension des sujets de la circonscription qui sont extrêmement variés, bien évidemment. Ça touche le sujet de l'emploi, les sujets agricoles, les sujets des problèmes de retraite, des problèmes divers et variés, ou les problèmes des territoires ruraux. Et donc, il faut que vous compreniez tout ça assez rapidement. Et puis, troisièmement, ils attendent de vous que sur certains sujets, vous preniez le leadership pour entraîner le territoire. Mmh. Parce qu'en fait, paradoxalement, on n'a pas de moyens propres en dehors des amendements qu'on peut déposer au texte de loi, des questions qu'on peut poser au gouvernement. On n'a pas d'exécutif, on n'a pas de budget pour pouvoir changer la vie des gens. En revanche, on a une capacité, en fait, de mettre les gens autour de la table pour que les choses bougent. Donc, disponible et écoute. Capacité de compréhension d'enjeux variés. Et ça veut dire aussi capacité d'organisation. Et puis un certain leadership. Ouais, oui, un leadership, évidemment. Ok. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités dans ce podcast. Il y en a plusieurs, mais on arrive à la première. Est-ce que vous pourriez nous raconter le succès dont vous êtes la plus fière dans votre vie professionnelle avant de devenir député ou depuis que vous êtes élu? Celui auquel je suis plus attachée, c'est là où vous pouvez changer la vie des gens, en fait. En 2011, en octobre 2011, Valeo Nogent-le-Rotrou avait un projet d'investir 30 millions d'euros sur l'usine de Valeo à Nogent, et pour mettre en place une nouvelle production qui était celle des capteurs permettant en fait l'analyse d'images pour les caméras de recul, pour tout et marcher en très 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 fort développement. Donc moi j'étais ravie, sauf que Valeo demandait au personnel une adaptation des temps de service, et notamment de travailler un week-end sur 2, un samedi sur 2, soit une matinée, soit une journée entière. Et ça s'est grippé d'un point de vue de climat social, notamment parce qu'il y avait un délégué syndical qui a mis de l'huile sur le feu plutôt que d'essayer de comprendre que c'était l'avenir du site qui était en jeu, puisque l'ancienne production de ce site-là n'était pas pérenne en fait pour l'usine. Et donc moi je m'en suis mêlée en me disant c'est pas possible, ce site fait 420 emplois, c'est à peu près c'est 400 familles directement touchées. Et derrière, quand vous avez la fermeture d'un site de 420 emplois, c'est à peu près 400-500 autres emplois qui sont détruits sur le territoire. Et donc, c'était la mort de nos gens sur 5, 6, 7 ans. C'était dramatique. Et donc, j'ai décidé de faire une lettre ouverte aux salariés. Donc, j'ai fait une lettre ouverte aux salariés. J'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir
François Évard, maire de Nogent-le-Rotrou, et pourtant on avait du mal à travailler ensemble, ou du moins il avait du mal à travailler avec moi, mais il a accepté ce jour-là de signer. J'ai été voir le conseiller départemental qui était aussi à gauche, mais il a accepté de signer, Philippe Ruhlmann, et j'ai publié ça dans la presse, j'ai publié ça sur mon site internet, et j'ai commencé à communiquer, sachant que je me mettais à risque, parce que si ça marchait pas, c'est moi qui aurais fait tout capoter, en fait, bien évidemment. Et puis parallèlement, j'insistais au niveau de Matignon pour que le PDG de Valeo donne du temps. Et laisse parce qu'il voulait mettre un ultimatum 3 semaines après, si vous dites si vous n'êtes pas OK, si on n'arrive pas à 75% du personnel qui est d'accord, on plie bagage. Donc j'ai négocié, et ça c'est le rôle du député aussi, de jouer à la fois sur le terrain et au niveau national. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je l'ai publié naturellement sur mon site internet, et que mon site internet et les commentaires a été un lieu d'expression des salariés entre eux de Valeo. Et au fil du temps, au bout de 15 jours, à peu près 3 semaines, la mayonnaise s'est retournée, et donc ils ont eu l'accord des salariés. Et aujourd'hui, le site de Valeo va bien. Cette nouvelle production se développe bien, et sa pérennité est assurée. Et ça, j'en suis très fière. J'imagine. C'est un beau succès visible. C'est un beau succès visible, et surtout... les gens de Valeo, très récemment, encore il y a au salon de l'auto, là, cet octobre, m'ont dit qu'ils étaient vraiment reconnaissants de ce que j'avais fait sur le site, et qu'il n'y avait pas de député qui faisait ça comme ça. Voilà. Un peu une innovation de démarche, en fait, dans la démarche. Je comprends. Qu'est-ce que vous avez mobilisé chez vous pour arriver à ce succès-là? Comment vous avez fait, en gros? J'ai foncé. Je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question. En fait, peut-être que d'autres appellent ça de l'audace, mais quand on se pose pas la question, c'est pas forcément de l'audace, parce qu'on n'a même pas l'impression de prendre le risque. Il faut juste oser. Mais moi, j'avais même pas l'impression d'oser. Globalement, j'allais pas rester les bras ballants. Donc, en revanche, j'ai quand même appelé 2-3 personnes qui sont des bons conseils dans le domaine de l'industrie, en me disant, j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu es d'accord pour relire la lettre, pour qu'elle soit bien tournée, qu'elle n'agresse personne, parce que c'était quand même la députée qui écrivait. Et donc, ça aurait pu très bien, d'un côté, être... elle est de droite, alors je suis contre, ou alors elle est de droite, alors je suis pour, alors que c'était pas du tout l'objet. Ouais. L'objet, c'était de faire prendre conscience aux salariés et aux habitants de Nogent, parce que le débat, naturellement, c'est poursuivi dans Nogent-le-Rotrou, et les gens, localement, disaient aux salariés de Valeo, attention, vous jouez avec le feu pour notre ville, vous jouez avec le feu pour les écoles, pour les médecins, pour l'infrastructure, en fait, de la ville. Et donc, il y a eu une pression populaire pour que les salariés acceptent, mais qu'est-ce que j'ai développé? Je sais pas. Ça devait être assez naturel de me dire qu'il fallait que j'agisse. J'étais là pour ça. Cette capacité à agir, cette audace, si on peut l'appeler comme ça, j'entends aussi que vous avez su vous faire aider, aller chercher de l'aide, ou pour relire la lettre, entre autres. Ces compétences-là, comment les avez-vous acquises? Vous êtes né avec? Vous les avez apprises quelque part? Moi, je trouve qu'elle s'érode avec l'âge, donc je pense que je suis née avec. Peut-être parce que dans la vie politique, on prend suffisamment de coups, et donc j'ai déjà essayé de faire plein de choses, si vous voulez, d'agir plein de fois avec... plutôt dans des démarches assez innovantes, mais on vous renvoie tout le temps le truc, mais faut pas faire comme ça. Bah si, là, pour Valeo, fallait faire comme ça. Ouais. Et ça n'a jamais été fait comme ça, c'était une bonne chose. Mais oui, je pense que je suis... je pense que je suis née avec, ouais. Okay. Ça se manifestait déjà quand vous étiez dans le privé, chez France Télécom, ou dans votre... propre entreprise, vous étiez capable tout d'un coup de mener une bataille qui vous tenait à cœur et d'y aller? Oui. Oui, à partir du moment où je me sentais légitime pour le faire. C'est-à-dire que je me souviens typiquement, j'ai eu chez France Télécom, j'ai eu en 95, il y a un gros appel d'offres, le plus gros que France Télécom avait jamais eu,
qui tombe, le Crédit Lyonnais décide d'outsourcer l'ensemble de ses télécommunications au niveau mondial. Et j'étais le commercial en charge du Crédit Lyonnais. Je me dis, mais c'est dingue, j'ai 29 ans et j'ai le truc le plus gros qui est jamais tombé. Bon. Donc, et en fait, là, j'ai été voir mon boss pour dire, deux choses l'une. Soit tu me changes et puis tu estimes que j'ai pas le niveau, soit je fais. Mais j'ai besoin d'être légitime pour le faire. Une fois que je me sens légitime pour le faire, dans ce cas-là, oui, et vous réalisez pas en fait ce type de contrat sans prendre des risques, sans audace, sans bousculer les filiales de France Télécom, sans bousculer les services de France Télécom. Mais j'ai besoin d'avoir la légitimité. Voilà. Ou d'aller la chercher, en l'occurrence. Ou d'aller la chercher, oui. Ouais. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours? Plein. Alors, je pense qu'on m'a pas suffisamment enseigné l'importance et la méthode d'entretenir un réseau. On m'a appris la rigueur, enfin en prépa, on m'a appris à travailler de façon rigoureuse. J'ai une très forte capacité de travail, je pense que je le tiens aussi de mes études en prépa, de bien faire le suivi de tout ce que j'ai à faire et de toujours répondre et d'être voilà, il y a une vraie rigueur professionnelle. On m'a pas mis en fait suffisamment en avant le fait que avoir un réseau et entretenir des relations, ce qui est plus soft, c'est pas des tâches à faire. Et en fait, si, c'est une tâche à faire. Et ça, on me l'a pas dit. Et je l'ai appris très tard et trop tard. Et je pense que c'est au moins aussi essentiel que de gérer la liste des tâches qu'on a à faire avec des productions de notes ou des choses comme ça. Donc voilà. Deuxièmement, j'ai pas appris à l'école à écouter. C'est complètement fou ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai pas appris à l'école. Ça, c'est la vie qui me l'a apprise. Et j'aime ça, en fait. J'ai pas de problème. J'aime les gens, j'aime écouter, j'aime comprendre. Et une bonne compréhension passe par une bonne écoute des personnes. Et voilà. Donc, et puis, est-ce qu'on m'a appris à suivre mon instinct? Je suis pas sûre non plus. Et je pense que les gens, très souvent, n'osent pas, en fait. N'osent pas. On m'a pas appris non plus à dire les choses aux gens en me mettant à leur place juste dans la forme. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout dire aux gens si on a des choses à leur dire. En revanche, il faut toujours attendre le bon timing. Et il faut toujours le mettre en bonne forme. Et ça, je crois qu'on l'a, ce que je viens de vous dire, ça, on me l'a jamais appris avant. Mais et pourtant c'est essentiel. Enfin, c'est la communication entre les gens et savoir ce que les gens vont ressentir au moment où on leur dit les choses, en positif ou en négatif. C'est important. Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui démarre dans la vie professionnelle aujourd'hui? Je sais pas si j'ai des conseils à donner. Je sais pas si tu as des conseils à donner, oui, parce que quand je regarde ma vie professionnelle, en fait, moi, j'ai fait des choix de vie personnels dans ma vie professionnelle. Donc après, c'est un équilibre, une vie professionnelle. Donc le premier conseil que j'ai à lui donner, c'est d'être clair là-dessus. C'est qu'on peut pas... on fait des choix dans la vie. Et il y a des choix à des moments importants entre sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. C'est pas... Je dis pas c'est systématiquement l'un ou l'autre, parce que les gens pourraient dire que moi j'ai une belle vie, une belle carrière professionnelle et je suis mariée, j'ai 3 enfants, mais il y a quand même des moments où j'ai fait des sacrés choix dans mes vies professionnelles pour pouvoir poursuivre un autre but qui était aussi l'équilibre de ma vie personnelle. Alors après, il y a des gens aussi qui ont en équilibre premier, objectif prioritaire leur vie professionnelle et moi, je pense que le premier choix, je leur dis, c'est en tout cas, oui, le premier choix, c'est d'être très clair là-dessus. C'est que de savoir clairement ce qu'elles veulent faire entre l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Comment elles vont le gérer au fil du temps.
Voilà. Ce qu'elles sont capables de faire comme sacrifice en vie personnelle ou ce qu'elles sont capables de faire comme sacrifice en vie professionnelle. Et est-ce que le fait que vous soyez une femme, est-ce que c'est un sujet féminin, ce que vous êtes en train de dire sur le choix? Il y a 25 ans, c'était un sujet féminin. Aujourd'hui, je pense que ça l'est un peu moins chez les jeunes de 25 ans. Ce que je suis en train de dire, et chez les filles de 25 ou 30 ans. Mais j'ai aussi la chance, en fait, d'avoir un mari qui est assez féministe, en fait. Je pense que ça, mais c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai poussé à l'époque. Hein. Il n'y a pas de, mais voilà, il a pris à un moment donné, où, en particulier quand j'ai été élue députée, il a quand même pris le relais sur l'organisation de notre vie familiale. Ouais. On a beaucoup parlé de soft skills sans forcément les nommer depuis le début de cette conversation. De notre point de vue, il n'existe pas de définition vraiment arrêtée. Nous, on a la nôtre. Donc, on aime bien poser la question, quelle serait votre définition des soft skills ou compétences comportementales? Pour moi, c'est le savoir-être, mais aussi une partie du savoir-faire, c'est-à-dire la méthode. Mais je pense que quelqu'un qui a confiance en lui sans arrogance et quelqu'un qui met à l'aise les autres. Il donne confiance. Ça fait partie des soft skills, ça fait partie du savoir-être. Oui, mais j'ai pas d'autres définitions que celle-là. C'est clair, on l'aime bien celle-là, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours? Je trouve aujourd'hui que la vie de députée, par rapport à ma personnalité, manque d'opérationnel. Et depuis qu'on n'a plus le cumul des mandats, on n'a plus du tout d'opérationnel, en fait. Et donc, ce qu'on peut peut-être me souhaiter, c'est retrouver une brique d'action opérationnelle dans ma vie de politique. Okay. Et je ne sais pas si ça sera possible un jour ou si je retournerai vers l'entreprise pour pouvoir avoir encore une partie de ma vie professionnelle qui soit faite d'actions très concrètes et opérationnelles. Okay. Où est-ce qu'on trouve l'opérationnel en politique? C'est un ministère, par exemple? Alors, c'est l'exécutif, un ministère, ou alors c'est un mandat d'élu local, avec un exécutif. Est-ce que vous avez de l'ambition pour votre parti, ou est-ce que finalement l'ambition, elle vient pour vos citoyens? Est-ce qu'elle est altruiste, ou est-ce que elle est pour vous et votre parti politique? Alors, j'ai été quand même très, toujours tournée vers les citoyens. Mais en même temps, vous pouvez pas nier que quand vous êtes en politique, vous défendez des idées politiques. Alors que ça soit pour un parti, c'est un positionnement et vous avez envie que vos idées gagnent. Enfin, ça c'est. Vous êtes un petit peu, j'ai l'habitude de dire que le député est le commercial de son parti politique sur une circonscription. Donc vous êtes là pour aller convaincre des gens à la fois à voter pour vous. Donc ça c'est pas que les idées politiques, là ils votent aussi pour les personnes. Et je pense que si j'ai été réélue en 2012 et en 2017, il y a aussi cette notion de personne au-delà des idées politiques, une relation de confiance qui est établie avec une personne, mais vous êtes aussi envie de convaincre sur vos idées politiques. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez aimé aborder dans cette conversation qu'on n'aurait pas touché? Non, c'est bien ce que vous faites. Bravo. Bravo à vous de mettre en avant des parcours. Bravo à vous de mettre en avant aussi les soft skills parce que maintenant j'ai 53 ans, donc j'ai un tout petit peu d'expérience professionnelle et j'avais absolument pas conscience quand je commençais à travailler à 25 ans et puis mes parents m'en ont jamais parlé, ni durant mes études. L'importance, en fait, du comportement, des relations avec les gens, dans la motivation, finalement, des salariés. Et si un bon patron, pour moi, c'est quelqu'un qui sait donner une stratégie à son entreprise, bien évidemment, savoir où il veut l'amener. Mais la deuxième chose, c'est qu'il soit... qui donne confiance à ses salariés pour que eux soient motivés pour aller travailler. Ouais. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes.
Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.